à tous et à toutes. On va attendre quelques instants que tout le monde ait le temps de se connecter, pardon. En attendant, j'en profitais, je vais vous montrer un peu les coulisses de l'événement, parce que avec le confinement, on n'a évidemment pas de public. Alors, je vais vous montrer mon petit téléphone, pour ceux qui sont déjà là. Donc, Étienne, juste là. Bonjour à tous. On a Corentin qui est déjà derrière la régie, et on a une salle vide. Donc, tout ce qu'on va avoir, nous, de visible, ce qu'Étienne va pouvoir voir, c'est cet écran sur lequel on va afficher le chat. Du coup, on vous invite tous en fait à mettre des messages sur le chat, à réagir, mettre des emojis, etc. pour qu'on ait un peu le sentiment que vous soyez avec nous et que ça remotive, parce que c'est quand même compliqué comme exercice. Hop, tac. Donc ça, c'était la petite intro technique. Pendant la conférence, je vous invite à mettre des messages dans la partie commentaires. Faites attention à bien mettre que c'est pour à la fois les animateurs et aussi les autres participants, que ce soit plus sympa et que vous puissiez discuter tous ensemble et réagir. Pour la fin de la conférence, pour la partie questions-réponses, je vous inviterai à mettre vos questions dans la partie Q&R. Vous avez un petit icône en bas de votre écran. Ça va être beaucoup plus simple pour nous à pouvoir trier et bien pouvoir poser et traiter toutes les questions, parce que le chat, ça va un peu vite. Voilà. Merci beaucoup donc d'être ici. Merci Étienne d'être là. Merci Amandine pour l'introduction et l'accueil. Oui. Pour deux petits mots sur la cantine, pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas, c'est une association nantaise qui a pour mission de fédérer l'écosystème numérique de la métropole et de la région plus largement. Ça passe à travers trois grands champs d'action. On a la partie très associative de gestion des membres, où on a près de 250 entreprises de l'écosystème local qui sont adhérentes et qu'on anime, à qui on propose des services. Ça passe aussi à travers un lieu où on est aujourd'hui en très petit comité réunis, un coworking où on accueille des petites entreprises, des petites agences, des indépendants et des porteurs de projets également, en montage de projets. Et la dernière activité, c'est celle d'aujourd'hui, c'est la programmation événementielle. Ça passe à travers des gros événements comme le Web Today ou les Journées Tech for Wood que vous connaissez peut-être, et aussi toute une petite programmation à l'année qui est orientée sur différentes thématiques. En juin-juillet dernier, on a fait le design et en ce moment, on est dans le mois d'entrepreneuriat. Et c'est à cette occasion qu'on accueille Étienne aujourd'hui, qui travaille chez Layton et que je vais laisser se présenter et démarrer sa conférence. Merci à tous. Bonjour à tous à nouveau. Du coup, on est à plus de 2 mètres les uns des autres. Je me permets de retirer mon masque pour mieux respirer et mieux m'exprimer. Étienne Tertrais, ça fait 10 ans que je travaille chez Layton. Layton, c'est un cabinet de conseil qui a pour ambition d'accompagner des entrepreneurs porteurs de projets, de la start-up à la plus grande entreprise, qui portent des projets à impact et notamment des projets d'innovation et de recherche et développement. L'objectif aujourd'hui, c'est vous donner une vue macro des dispositifs d'aide, de soutien qui existent pour les entreprises dites à impact ou entreprises aussi à impact et innovantes qui peuvent vous aider de la création de votre structure à sa phase de développement en passant par différentes étapes de croissance. Hop. Merci Amandine, j'ai oublié la zapette. Donc au programme, 30 minutes de présentation préparée pour vous. Donc comme je l'ai dit, avec un objectif macro, on ne pourra pas rentrer dans le détail de tout. L'idée, c'est que vous ressortiez en fait de ces présentations avec cette vue globale et avec votre propre plan, je dirais, pour vous de financement et que vous puissiez vous projeter, tiens, qu'est-ce qui peut m'intéresser ou pas, et que vous puissiez piocher en fait dans cette présentation quelques outils et que vous pourrez ensuite pousser, développer, soit via des recherches personnelles sur Internet, Google, soit via votre écosystème, ou soit vous pouvez me contacter librement. Je vous laisserai mes coordonnées à la fin ou via les réseaux sociaux comme LinkedIn. Alors, on va voir les financements donc, à la création de l'entreprise, qui va faire aussi introduction à la présentation et aux autres leviers de financement. On va aborder les aides et subventions à l'innovation, avec un focus particulier sur les aides et subventions à l'amorçage,
qui existent. Et après, on va aborder les aides qu'on appelle, nous, les aides fiscales indirectes, telles que le statut de jeune entreprise innovante et les dispositifs du crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, et aussi l'IP Box qui peut intéresser fortement les entreprises du logiciel et du numérique. Alors, quels sont les grands types de financement? J'en ai mis 3, on pourrait dire 3,5, voire 4, parce que j'en détaille 4 ici. Le premier classique, c'est le financement bancaire, qui a l'avantage d'être non dilutif. Deuxième gros levier, les aides publiques. Pareil, avec un gros avantage, elles sont non dilutives. Le troisième, je saute les financements alternatifs, c'est les investisseurs, l'investissement, le capital risque, le capital investissement et bien sûr les business angels, nécessaires, indispensables pour certains projets en phase d'amorçage et de développement. Ces dernières années, on va dire depuis au moins 5-6 ans, ont été développés par différents acteurs des financements dits alternatifs, notamment des acteurs publics. Là, je fais un petit coup de pub à la French Tech Seed et à BPI, qui permettent en fait, au travers de son financement, d'aller chercher du financement complémentaire via des obligations convertibles. Là-dedans, on peut mettre aussi le crowdfunding et d'autres plateformes qui permettent aussi des financements complémentaires, et avec le choix laissé à l'entrepreneur de soit rembourser ces sommes-là avec un taux d'intérêt, donc à ce moment-là on va se rapprocher plus d'une dynamique de prêt bancaire, ou sinon de convertir en actions, et donc là plutôt convertir, donc on laisse des actions à ces financeurs-là, convertir ça en investissement, et donc du coup à ce moment-là on se dilue. Non dilutif, dilutif, c'est deux notions qui sont assez importantes pour vous et pour la conduite de votre stratégie, qu'on détaillera un petit peu plus loin. Comment organiser son financement? Grande question, point hyper important dans la conduite de son projet d'innovation. Les points, on va dire les 4 points très forts pour vous à avoir en tant qu'entrepreneur. Le premier, c'est savoir où et quand obtenir le bon financement. Le deuxième point, bien sûr, éviter de passer à côté d'une opportunité de financement. Donc ça, c'est vraiment l'objectif qu'on souhaite vous donner aujourd'hui avec la cantine. Le point sur dilutif, non dilutif, là, pareil, point très fort. Et moi, à titre personnel, qui m'importe pour vous, pour entrepreneur, c'est ne pas se diluer trop vite. Il y a 2 fois trop, voilà, c'est un peu un lapsus révélateur. Et puis bien sûr, comment combiner l'ensemble de ces aides-là pour maximiser les différents leviers de financement. Parcours de financement, vous devez connaître ce schéma-là. Alors, il y en a différents. Celui-ci, je trouve, résume bien les choses qui existent en fonction des cycles de développement de l'entreprise. Nous, aujourd'hui, on va être surtout sur les phases d'amorçage et on va dire aussi de démarrage, sur les différents leviers qui puissent exister pour vous développer. Le point de départ. Donc ça, c'est le point je dirais fondamental qui va permettre, et nous permettre, nous, par exemple, Letton, d'accompagner au mieux nos clients. Le premier levier, c'est vos propres apports personnels dans la création de votre structure. Ces apports-là, ils sont vus par l'écosystème du financement, l'écosystème de l'innovation, comme en fait un gage d'engagement des fondateurs. Si vous arrivez, vous créez une structure, vous n'avez pas de fonds propres personnels. Alors personnel, ça peut être soit des économies personnelles, soit via l'ACRE, Pôle emploi ou de la Love Money. Love Money, donc c'est-à-dire vos proches, amis proches, famille qui investissent dans votre projet. Ça sera plus compliqué de dire j'ai un projet mais j'ai pas d'argent. Alors que si vous avez de l'argent, derrière, ce sera beaucoup plus simple d'aller activer les différents leviers. Alors la question qu'on se pose tout de suite, ok, d'accord, l'argent, j'ai de l'argent ou pas, c'est combien? Combien là-dessus? Moi, ce que je vous conseillerais, c'est 30 000 €, c'est une bonne somme pour commencer en apport personnel et qui va permettre de débloquer beaucoup de choses par la suite qu'on va détailler. En dessous de 30 000 €, c'est pas un problème. À partir de 15 000 €, on peut commencer à faire des choses, notamment via des prêts d'honneur qui existent, qui sont accessibles à tous et qui sont instruits par notamment 2 réseaux. Pour leur faire un petit coup de pub, Initiative France et le réseau Entreprendre. Clairement, on vous pousse à aller rencontrer. C'est fait pour les entrepreneurs, par des entrepreneurs. C'est des contacts à prendre absolument pour la conduite de vos projets de création d'entreprise.
Une fois qu'on a son cash personnel, ses prêts d'honneur, ou sinon que son cash personnel, ces fameux 30K, on peut commencer à s'intéresser aux aides publiques à l'innovation. Alors, il y en a différents types, on les détaille juste après. Et ces aides à l'innovation-là, j'ai bien appuyé sur les fonds propres avant, parce qu'elles sont fortement dépendantes de combien ce que vous avez au lancement. Et idem, les prêts bancaires. Les prêts bancaires sont aussi très dépendants de combien ce que vous avez en capital au lancement. Donc, les aides et subventions à l'innovation, c'est quoi, qu'est-ce que ça permet, quand vous allez chercher, j'imagine déjà sur internet, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher, qu'est-ce qui existe. La première problématique en tant qu'entrepreneur qu'on peut rencontrer, c'est de se dire il y en a énormément, lesquels peuvent être éligibles pour moi, qu'est-ce que je peux aller chercher ou pas. Ces slides-là reprennent de grands chiffres, hein. Il y a plus de 62% de dispositifs nationaux, 71% efficacité des aides à l'innovation, donc c'est assez énorme en effet de levier. Par contre, 57%, trop grande complexité dans le montage des dossiers. Il y a des dispositifs nationaux, 62, mais aussi régionaux, 89, enfin voilà. Donc c'est pas très simple de s'y retrouver. Et c'est là où les structures d'accompagnement ont une valeur ajoutée à apporter aux entrepreneurs pour pouvoir s'y retrouver. Donc on va regarder ça tout à l'heure. Les catalyseurs de réussite. Une fois qu'on s'est dit ce qu'on vient de se dire, qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher, qu'est-ce que ça finance. Donc ces fameuses sources de financement public, ça peut être soit sous forme de subvention, soit sous forme d'avance remboursable, soit sous forme de prêt, soit sous forme de crédit d'impôt, soit sous forme de levée de fonds publics, il y en a bien sûr, soit sous forme d'aide à l'embauche, il y en a de tout type. Et aussi, elles viennent financer différentes activités. Donc ça peut être le recherche et développement, ça peut être l'innovation, j'en parle depuis tout à l'heure, mais ça peut être aussi, alors là ça va plus concerner l'industrie, mais des phases d'industrialisation, d'investissement dans du matériel, dans des bâtiments, dans des locaux. Ça peut financer aussi des phases de lancement de commercialisation en France ou à l'international, des démarches éco-responsables, les fameuses aussi Tech for Good. On a des leviers intéressants là-dessus de financement. Et bien sûr, ces financements-là sont tous indépendants les uns des autres, avec des timings, des montants et des taux de financement totalement différents. Et puis à côté de ça, vous avez votre contrainte, la gestion du temps. Et pour que votre aventure entrepreneuriale soit un succès, il faut que vous soyez bien sûr focus sur votre core business, sur le développement de votre activité. Et donc l'enjeu, c'est de trouver la bonne limite entre s'y intéresser. Il faut s'y intéresser à la source de financement, c'est indispensable, mais pas trop non plus. Il ne faut pas aller à la course seulement de ces aides et subventions. Il ne faut pas que vous quittiez le pied de votre marché, parce qu'avant tout, l'attraction, c'est votre chiffre d'affaires, c'est votre marché, et c'est la priorité numéro 1. Et ça, je dirais que c'est plutôt la priorité numéro 2, pour ne pas se perdre notamment là, dans ces outils de financement. Quels intérêts sur ces aides directes à l'innovation ? Clairement, le premier point, on les demande au lancement des projets. Donc ça permet en fait en amont, et c'est le côté aussi incitatif de l'aide, de pouvoir se structurer, chiffrer, définir un budget sur ce projet et pouvoir déclencher, dès qu'on a la subvention, qu'on l'obtient, le lancement de ce projet-là. Donc une notion de préfinancement de ces travaux de R&D. Ça se cumule avec les aides fiscales à l'innovation, la R&D, donc le CIR, le C2I, le JUI. C'est des aides non dilutives, avec des taux d'aide qui peuvent être élevés, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à du 50%, voire plus sur certains dispositifs. Donc c'est-à-dire qu'on a 50% de son budget de développement de son projet d'innovation qui est pris en charge. C'est assez énorme. Plus sur les 50% restants sur vos fonds propres, on vient les financer via du CIR, du C2I. Et si tout bien cumulé, on peut monter à des taux de financement à 75% et plus. Voilà, Open Innovation, donc il y a des projets aussi subventionnés qui sont ouverts à la collaboration, ce qu'on appelle les projets collaboratifs. Ça vous donne et ça vous permet aussi de vous introduire dans un écosystème, de vous faire connaître par des financeurs publics et les écosystèmes qui vont avec, et donc des notions d'image et de communication aussi par rapport à votre projet. Donc les aides publiques ont quoi pour objectif ? Bien sûr, le numéro 1, inciter à la réalisation de projets innovants. Numéro 2, favoriser l'émergence accélérée d'entreprises leaders dans leur domaine. 3, soutenir les collaborations structurées entre des acteurs industriels et académiques.
Bien sûr aussi, le point clé, c'est garder les gens sur les territoires et créer de l'emploi. Et le point ultime, structurer des filières industrielles au numérique existantes ou émergentes. Vraiment développer les territoires. Les organismes financeurs, ce sont qui? Les régions, l'État, et aussi au niveau européen. Ça suit un peu le stade de développement de l'entreprise. Les régions vont être plutôt en phase d'amorçage de la société, et plus la société va croître, plus le niveau de dépenses investi en innovation ou en R&D peut augmenter, donc plus on va pouvoir aller chercher des aides importantes qui sont portées par l'État ou l'Europe. Comme le montre cette vue d'ensemble de quelques dispositifs, ça fait un peu peur comme ça. On ne le voit pas trop là sur l'écran. J'essaie de faire ressortir en gris plus foncé les aides de la région qu'on va détailler aujourd'hui et qui sont plutôt orientées start-up, et les aides qui sont plutôt orientées sur 2-3 ans de création et plus. Donc en phase de création d'entreprise, on a quand même, donc là c'est en Pays de la Loire, l'aide PL2I qu'on va détailler plus tard, l'aide French Tech, les prêts d'honneur qu'on a vu tout à l'heure, et une aide à la faisabilité qu'on peut aussi aller chercher sur des montants qui sont intéressants, donc au moins de 30 000 euros. Donc la plupart de ces aides-là sont instruites par BPI. Clairement, BPI sera un de vos partenaires, je dirais, quasi quotidien dans le financement de vos activités d'innovation. Donc là, j'ai repris une de leurs slides importantes. Le iLab, c'est très spécifique. C'est plutôt pour les boîtes, les entreprises qui sortent des universités, écoles d'ingénieurs. Mais le premier point, la bourse French Tech. Et il existe aussi des prêts au niveau de la BPI avec le prêt d'amorçage. Et il y a aussi un prêt très intéressant qui s'appelle le prêt à l'innovation. Et avec des coûts sur les prêts, on est sur des taux d'intérêt assez faibles, donc ce qui est un levier très, très intéressant pour les structures. Fonctionnement, temporalité pour se projeter là-dedans, c'est-à-dire quand est-ce que je peux faire appel à ces aides-là, combien de temps ça prend, comment je dois faire pour anticiper le montage de ces dossiers-là. Alors là, on vous a mis des notions de temps au niveau d'aide régionale et au niveau d'aide de l'État. Aujourd'hui, en phase de création ou d'amorçage, on est plutôt sur des aides régionales. Donc une aide régionale, c'est 1-2 mois de préparation du dossier, de prise de contact avec l'organisme financeur, par exemple le BPI, pour monter le dossier et déposer donc la demande de subvention, de déposer le dossier. Ensuite, il y a un délai de 1-2 mois d'instruction, où là, une fois le dossier déposé, on entend 1-2 mois avant de savoir si oui ou non on va pouvoir avoir cette subvention. Et une fois qu'on a ce go, on peut commencer à lancer son projet. Et donc après, durée du projet, ça va dépendre des aides. Je le détaille tout à l'heure. Donc ça peut être de 6 mois à 18 mois, suivant différents montants. Pour bien comprendre quelles aides aussi on peut cibler dans son projet, les points clés à creuser, qui ne sont pas simples. Là, je les aborde d'une manière très rapide. On pourrait y passer au moins 1 heure juste sur cette planche. C'est réussir à qualifier son degré d'innovation. Les questions qu'on pose beaucoup, c'est quoi l'innovation? Comment est-ce que je qualifie mon innovation? Pour y répondre d'une manière très, très rapide, l'innovation, on la mesure par rapport à son marché. C'est quels sont les acteurs de vos marchés, quelles sont les solutions existantes, qu'est-ce que vous proposez dans votre proposition donc, de valeur pour dépasser les solutions existantes, ou en quoi est-ce que vous répondez aux limites des solutions existantes. Donc ça, c'est un point assez fort. Et par rapport à ces questions-là, on va pouvoir voir s'il y a des données technologiques qui rentrent, ou tech. C'est-à-dire en quoi, pour répondre en fait, aux limites des solutions existantes, je dois rentrer dans le développement de nouvelles technologies. En quoi est-ce que les technologies existantes ne me permettent pas de répondre et de dépasser les limites des solutions existantes. Donc ça, c'est 2 points fondamentaux. Le marché, la maturité technologique, on va dire l'état de l'art des technos existantes et en quoi est-ce qu'on peut les déposer. Ce qui va nous donner aussi derrière un budget et un temps de développement du projet. Et ce qu'on doit démontrer aussi, c'est en quoi est-ce que le lancement de ce projet-là peut être source de création d'emplois et à terme de chiffre d'affaires pour la société et sur le territoire.
Donc ça, on en a parlé, voilà, ce qu'on détaille, planning, démarrage du projet. C'est ouvert à tous, qu'on soit une PME, une ETI, une grande entreprise, avec quand même pour les PME une possibilité bien plus large d'accès à ces financements publics-là. Ce qui est regardé aussi pour être éligible, c'est la viabilité financière de l'entreprise, son niveau de fonds propres, donc le niveau qu'on voyait tout à l'heure. Donc les 30K, pourquoi ? Parce que si on veut aller chercher une bourse French Tech, comme on a vu tout à l'heure, c'est 30K d'aide. On peut monter à plus, on peut monter à 90K d'aide si on est sur un projet dit Deep Tech. Et en fait, il faut l'équivalent en fonds propres pour pouvoir avoir ces 30K. C'est-à-dire pour avoir 30K d'aide, il faut que j'ai 34 fonds propres. Pour aller plus loin, si j'ai 34 fonds propres, j'ai mon aide qui se déclenche. Donc au final, j'ai 60K. Ça va permettre d'aller voir la banque et dire voilà, j'ai 34 fonds propres, j'ai 30K d'aide. Et donc du coup, au niveau de la banque, je peux avoir un prêt. Donc la banque prête 1 euro pour 1 euro, quasiment de 60K. Donc les tout cumulé, ça me fait une assiette de 120K que je peux allouer au développement de mon projet. Donc ça, c'est une synthèse des aides sur les Pays de la Loire qui clairement peut vous intéresser et vous donne une vision globale. La première, la plus simple, c'est l'aide qu'on appelle PL2I, qui peut être et qui a un intérêt fort. Elle peut être mobilisée en tant que personne physique, individuelle, c'est-à-dire avant la création de votre société. Et une fois que vous avez créé votre société, vous pouvez la solliciter à nouveau en tant que personne morale, au nom de votre société. Donc vous pouvez avoir quasiment droit 2 fois. Et en fait, elle vient financer un budget, donc elle vient financer 50% d'une prestation. Et cette prestation-là, elle peut monter jusqu'à 14 000 euros, ou plus. Et l'aide vient en financer 50% et elle est plafonnée à 7 000 euros. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça peut venir vous financer votre premier dépôt de brevet, de licence, une prestation d'avocat, une étude de marché, une étude économique, un POC, un MVP. Voilà, c'est ouvert dès lors que c'est orienté innovation et marché. Le prêt d'honneur, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, c'est instruit notamment par le réseau Entreprendre et Initiative. La bourse French Tech, donc là c'est instruit par BPI. La bourse French Tech, son objectif c'est d'aller plus loin dans le développement du POC. On va vraiment rentrer dans l'étude d'une faisabilité techno-économique, c'est-à-dire que derrière on a un business plan, c'est-à-dire que derrière on se propose de développer quelque chose qui pourrait aller adresser un marché. Et cette bourse French Tech, si elle est Deep Tech, elle peut être abondée et montée ici jusqu'à 90 KE. Par contre, si on va chercher 90 KE, il faut bien vérifier qu'on soit Deep Tech, c'est-à-dire qu'on ait une activité de recherche et développement. Et il faut qu'on ait l'équivalent en fonds propres. Il faut qu'on ait 90 KE en fonds propres du coup pour pouvoir bénéficier de 90 K de subventions. Et il y a l'aide à la faisabilité qui est dans la même dynamique de la bourse French Tech et qui va venir en fait ensuite, d'abord on va aller activer la bourse French Tech. Une fois qu'on a consommé les fonds, on pourra aller activer cette aide à la faisabilité auprès de BPI. Voilà, il y a 15 minutes de questions-réponses après pour détailler. Une fois, donc là, on a la vision globale, aide directe qu'on voit. Donc là, c'est un peu un timeline annuel ou par exercice fiscal. Là, donc, on va dire que c'est notre ingénierie de financement public de l'innovation. Nous, ce qu'on dit, c'est avant le lancement d'un projet, aller chercher et identifier les aides et subventions auxquelles on peut prétendre. Une fois que le projet est lancé, il est financé par ces aides et subventions-là. Et si on a identifié qu'on est une entreprise qui fait de la R&D, on peut bénéficier du statut de jeune entreprise innovante que je détaille rapidement tout à l'heure. On peut bénéficier pendant le projet d'exonération sur le volet social. On peut aussi préfinancer ces montants de crédit d'impôt recherche et de jeune entreprise innovante qui permet en fait d'avoir des facilités de trésorerie pendant les dépenses, lorsqu'on a des dépenses, parce que classiquement, ce volet fiscal, JEI, CIR C2I, on l'en bénéficie qu'une fois l'exercice clôturé, c'est-à-dire que ça oblige les entreprises à avancer les dépenses, à avancer la trésorerie, et on en bénéficie lors de la déclaration de son impôt sur les sociétés, donc 3 mois et 15 jours pour simplifier, après la date de clôture de ses comptes. En tant que PME, start-up, on peut demander le remboursement à l'administration. Il se passe souvent un délai entre 3 et 6 mois. Donc ça implique quasiment une avance de trésorerie d'1 an entre le moment où on a les dépenses et le moment où on perçoit les montants.
Donc il y a des solutions voilà, de préfinancement, de mobilisation de créances qui existent et qu'on peut activer pour financer sa trésorerie. Un point aussi important dans le domaine du numérique et de la propriété intellectuelle, dès lors qu'on a un business model sous forme de licence et licence logicielle, on peut bénéficier de taux d'impôt sur les sociétés réduits, et ce taux est de 10% au lieu du taux classique d'IS à 28%. Donc ça, c'est des points aussi à bien anticiper dès le début dans ces plans d'affaires. Rapidement, je regarde au niveau du temps à combien on en est. Il reste 4 minutes, c'est ça. Donc en 4 minutes, je vais vous présenter rapidement les dispositifs. On a vu les aides et subventions. Je vais vous présenter rapidement les dispositifs fiscaux de financement à l'innovation qui sont des leviers puissants. Le premier, c'est le crédit d'impôt recherche. Pour l'expliquer de manière très rapidement, le crédit d'impôt recherche, il permet quoi? Il permet de financer 30% de vos dépenses engagées en recherche et développement. Donc, c'est-à-dire je dépense 100 000 euros, j'ai 100 000 euros d'assiette de dépenses en R&D, je peux en récupérer 30K. Et c'est cumulable avec les aides et subventions. J'ai 100 000 euros de budget en R&D, j'ai une subvention de 30K de BPI. Ben, sur ces 100 000, j'enlève les 34 BPI que j'ai perçus, parce qu'on ne peut pas financer 2 fois par du public une même dépense. Donc il me reste 70K sur mes fonds propres. Et donc en CIR, je récupère 30% de 70K. Le point clé, c'est bien identifier en amont, comme on a dit tout à l'heure, les projets éligibles, savoir est-ce que c'est de la R&D, est-ce que c'est de l'innovation, aller chercher les aides et subventions qui vont bien en face, valoriser tous les efforts R&D de la société et aussi de ses partenaires, et l'anticiper pour pouvoir le déclarer en même temps que son impôt sur les sociétés. Si on fait du CIR et qu'on est une start-up, il y a de grandes chances qu'on soit une jeune entreprise innovante. Une jeune entreprise innovante, c'est quoi? C'est une PME qui mène des activités de recherche et développement et qui investit plus de 15% du total de ses charges annuelles en R&D. Et le GUI, il permet quoi? Il permet en fait une exonération des cotisations sociales patronales à 100% sur les 7 premières années de la structure. Il permet aussi une exonération totale d'impôt sur les bénéfices, le premier exercice. C'est ce que je vous souhaite, que sur vos 7 premières années, vous commenciez à payer de l'impôt, et une exonération à hauteur de 50% sur votre deuxième exercice bénéficiaire. Le crédit d'impôt innovation, même dynamique que le crédit d'impôt recherche, sauf que le crédit d'impôt innovation, lui, va s'intéresser aux activités d'innovation. Et on a un taux là qui est de 20%. Donc même dynamique, hein, j'ai 100 000 euros de budget en innovation. Donc l'innovation, c'est très large, c'est le développement technique, c'est l'ergonomie, c'est le design, c'est la définition de nouveaux produits. Les critères sont beaucoup plus larges que ceux du CIR. Par contre, on va vraiment s'intéresser à la notion de nouveaux produits. Un nouveau produit, ça peut être une plateforme, un logiciel, bien sûr. Il n'y a pas besoin que ce soit que des biens matériels, ça peut être des biens immatériels. Là, le taux est de 20% des dépenses d'innovation. Donc j'ai 100 000 euros par exemple de dépenses en innovation, je viens retirer mes 30 000 euros que j'aurais pu percevoir par exemple de BPI et je récupère 20% des 70 000 qui restent à ma charge sur les fonds propres. Sur le dispositif de l'IP Box, c'est quoi? C'est un régime de faveur optionnel, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui fait le choix, c'est déclaratif, hein, c'est avec l'IS, où on peut avoir un taux réduit de l'IS. Donc 31% c'est le taux maximum, disons par exemple 28% quand on paye de l'IS, on en bénéficie 10% sur ces activités en fait de concession de licences. Donc les licences, ça peut être des concessions de licences liées et rattachées à des brevets, mais ça peut être bien sûr des licences rattachées et liées à des logiciels protégés par droit d'auteur. Donc ça pareil, c'est des choses à anticiper dans vos plans d'affaires parce que l'impact fiscal est plutôt assez intéressant. Et même assez puissant pour dégager du cash sur vos développements et pour pouvoir le réinvestir dans de nouveaux travaux d'innovation ou autres de la structure. Voilà, on a fait un panorama rapide, macro, de ce qui peut exister, des étapes importantes. Je crois que j'ai tenu le timing de la demi-heure. J'ai bien conscience que ça a été très vite.
qu'il doit y avoir plusieurs questions. Voilà, chaque levier de financement pourrait avoir chacun au moins 1 heure de présentation qui lui soit dédiée. L'idée, c'était vraiment d'avoir cette vue macro de ce qui peut exister et de comment est-ce qu'on peut le planifier dans le développement de sa structure. Oui, alors je prends les questions. Ok. Qui peut nous aider à identifier les différentes aides possibles et nous aider à monter les dossiers? Très bonne question, Fab. Il y a plusieurs structures qui peuvent vous aider, alors que ce soit par exemple des incubateurs, il y en a plusieurs, il y en a pas mal sur le marché, des accélérateurs. Et puis après, là tu me tends la perche, je la saisis. C'est aussi l'objet de cabinets de conseil comme Letton, d'aider et d'accompagner les sociétés là-dessus. Nous, en cabinet de conseil, on va être intéressant pour une société dès lors qu'elle va cocher ces cases sur la partie fonds propres, c'est-à-dire les 30 KE. Nous, et dans mon activité, je rencontre beaucoup de super projets avec des bonnes équipes, des bons porteurs de projets. Et ce qui va bloquer des fois, c'est cette notion de fonds propres. Ou sinon, les fonds propres ne sont pas assez élevés par rapport aux ambitions du projet. Alors là-dessus, le seul levier, c'est d'aller chercher des business angels. Des gens qui peuvent rentrer en amorçage. Donc là, on a quelques réseaux de business angels qu'on peut aller chercher pour essayer d'activer, lancer ces projets-là, pour ensuite pouvoir dérouler le plan de développement qu'on a vu. C'est quoi la deep tech? Toujours Fab. La deep tech, c'est des startups qui se donnent pour vocation le développement de projets de recherche et développement avec des niveaux de maturité technologique assez bas. Alors, je ne veux pas parler trop chinois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une deep tech classique. C'est une deep tech qui va sortir, par exemple, d'une startup montée suite à la thèse d'un doctorant. Il va sortir de l'université, par exemple, de Nantes ou d'ailleurs. Il va créer sa société sur un principe technique fort. Dans le numérique, par exemple, la Deep Tech, on accompagne une start-up sur Rennes qui a pour vocation de multiplier entre x4 à x10 le débit lumineux dans les fibres optiques. Voilà, donc il y a des choses assez folles comme ça qui existent, il y a des gens qui bossent là-dessus. Et là, on est vraiment dans des sujets deep tech, c'est-à-dire qu'on a pour vocation à créer de nouvelles connaissances techniques, scientifiques et à créer de nouvelles technologies. Fab toujours, quelle est la différence entre la R&D et l'innovation? Super question. J'ai essayé d'y répondre tout à l'heure. L'innovation, ça va être orienté sur un marché. On va apporter quelque chose de nouveau sur un marché. Donc on va se comparer aux concurrents ou à des produits qui s'y rapprochent. Des produits, des services, des moyens de commercialisation qui se rapprochent. Et on va essayer en fait de se différencier, d'apporter quelque chose de nouveau. Donc voilà, par rapport au marché. La R&D, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on va parler de connaissances. On va essayer d'apporter de nouvelles connaissances techniques, scientifiques, et non là pas par rapport à un marché, mais par rapport à un état de l'art des connaissances existantes. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait l'homme de l'art aujourd'hui, et en quoi les technologies ou les techniques qui existent ou les connaissances qui existent sont limitées, et qu'est-ce que je propose comme travaux de recherche et développement pour dépasser ces limites-là. Qu'entendez-vous par innovation? Proposer une solution qui répond à un besoin spécifique, peut-il être considéré comme de l'innovation? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et il faut le caractériser par une étude de marché. Donc, par exemple, un besoin spécifique peut être considéré comme l'innovation. En quoi est-ce que ce besoin spécifique ne peut pas être adressé par des choses, par des sociétés, alors c'est des sociétés existantes ou des produits existants? Et c'est là où ça va déclencher chez vous, et souvent un entrepreneur, ce qui va déclencher la création de sa structure, c'est qu'il porte un projet d'innovation. Ou sinon, il porte des éléments de différenciation. Et c'est ces éléments de différenciation-là qu'on va challenger par rapport à ce qui existe pour savoir est-ce que c'est de l'innovation. Et après, au-delà de l'innovation, est-ce qu'il y a de la recherche? Fab, toujours, qu'en est-il des appels à projets? À quel moment faut-il postuler pour obtenir des subventions aides? Alors,
je peux revenir sur ma présentation. Les appels à projets, on va être sur des projets que je vais appeler plus ambitieux, avec des montants de dépenses qui vont dépasser les 300, 400, 500 000 euros de budget global. Et au sein de ces appels à projets-là, on va retrouver plutôt des projets qui vont chercher de la recherche. Il y a toujours une dynamique de R&D, c'est pour ça que c'est très soutenu, notamment par les pôles de compétitivité, par les régions, par l'État, parce qu'à la clé, il y a un risque technique, technologique fort, et donc un risque d'échec fort. Donc l'objectif, c'est d'être incitatif auprès des entrepreneurs à prendre ce risque-là, et en disant que le public est là aussi pour les soutenir, en partie, parce qu'on l'a vu, des subventions, on est plutôt aux alentours de taux de financement 40-50%, on peut avoir plus, même si en plus on peut additionner les leviers comme le CIR, le C2I, le GUI, il y a quand même un risque fort pour l'entrepreneur d'y lisser des plumes dans tous les cas pour chacun des projets, quoi. Camille, combien d'années pour rembourser les différents prêts bancaires, honneurs? C'est vrai que je ne l'ai pas mis là. Donc ça, c'est des discussions, par exemple sur un prêt bancaire ou un prêt d'honneur que vous avez en fait directement avec les gens qui alors c'est assez standardisé pour certains prêts, pour les prêts d'honneur aussi, ça va dépendre d'initiative ou de Nantes. Je vais faire une réponse assez globale et générale. C'est une durée à peu près de 5 ans. Et encore une fois, ça va vraiment dépendre de chacun et des discussions que vous allez avoir en fonction des projets. Combien de temps, Camille, toujours, merci pour ta question. Combien de temps pour passer devant un comité d'engagement, réseau d'entreprendre, par exemple? Alors, combien de temps? Je vais essayer de le traduire. Est-ce que c'est à partir de quand? C'est dès lors que tu as créé ta structure, ou sinon tu peux même te faire connaître, identifier, dès lors que tu as ton projet, juste avant en fait la création de ta société, pour partager en fait rien qu'avec ce réseau-là ton idée, ton pitch deck, ton business plan, déjà pour avoir un premier retour eux de leur part, et qu'eux aussi te disent exactement à partir de quand ils t'attendent. Classiquement, c'est quand la société est créée et que tu commences à lancer ton activité. Faut-il aller, question peut-être bête, non, il n'y a pas de question bête, faut-il aller voir sa banque et pourquoi? Bien sûr, il faut aller voir sa banque. Sa banque, c'est un partenaire financier incontournable et incontournable pour l'entrepreneur. À quel moment il faut aller voir sa banque? Avant tout, le sujet clé, c'est ses fonds propres. C'est-à-dire combien est-ce que vous avez en cash, en perso, en love money, combien est-ce que vous pensez pouvoir aller chercher via ces aides publiques-là, et avec ces éléments-là, les incorporer, on va dire, dans votre plan de financement, dans votre plan de trésorerie, pour bien préparer votre premier rendez-vous, je dirais, avec votre banquier. Après, aujourd'hui, chaque banque a développé des services, on va dire, dédiés aux startups, avec des chargés d'affaires dédiés aux startups, et qui ont cette couche, on va dire, de compréhension et d'accompagnement de l'entrepreneur, et qui pourront aussi vous guider. Par contre, un conseil que je peux donner personnel important, c'est que vous-même, de votre côté, il faut que vous essayiez de comprendre et de vous projeter dans votre projet, et donc dans votre plan de financement, dans votre plan de trésorerie. Question de Vincent. Pour le GEI, comment justifier concrètement les dépenses de R&D? En fait, l'assiette des dépenses de R&D qu'on prend en compte dans le GEI, c'est la même que celle qu'on prend en compte dans le calcul du crédit d'impôt recherche. Donc, quelles dépenses on prend en compte dans le crédit d'impôt recherche? Avant tout, c'est du temps homme. C'est des dépenses de salaire. Le deuxième levier, c'est des dépenses en matériel, donc, par exemple vos ordinateurs, des licences logicielles. Là-dessus, il y a des frais de fonctionnement forfaitaires qui s'ajoutent, qui viennent gonfler cette assiette-là. Et après, on a plusieurs autres dépenses qu'on peut reprendre qui sont plus faibles. Ça va être les frais de dépôt de brevets, par exemple. Enfin, celle qui peut être élevée aussi, ça va être des frais de sous-traitance, de prestations de développement technique, soit à des sociétés privées, soit à des sociétés publiques. Et de cette assiette de dépenses-là, on vient déduire les aides et subventions. Alors après, pour le calcul du CIR, pour le GEI, on prend l'assiette de dépenses au global, sans déduction des aides et subventions. Et donc on prend cette assiette de dépenses de R&D au global, sur laquelle on vient diviser par le total des charges, donc du compte 6, et on doit avoir un taux final supérieur à 15% pour pouvoir dire qu'on est GEI.
Et quand c'est l'ACRE qui rémunère le temps homme, du coup, il n'y a pas de dépenses qui sont inscrites dans les comptes de la société, et donc on ne peut pas les valoriser du coup au CIR, et donc on ne peut pas les valoriser du coup dans le JEI. Du coup, le JEI, c'est quelque chose à avoir dans ces cas-là, à avoir en tête dès lors que vous allez recruter vos premiers salariés. Par exemple, Vincent, si vous êtes chef d'entreprise, vous avez l'ACRE, Pôle emploi, vous allez peut-être leur bénéficier sur 2 ans, par exemple, si vous êtes à Pôle emploi. Et votre premier salarié, lui, vous allez peut-être le recruter avant le moment où vous-même, vous allez vous rémunérer. Et donc, le GUI peut devenir intéressant dès lors que vous avez ce premier recrutement ou les recrutements à suivre. Question de Camille, mon pitch deck est réalisé, que dois-je faire désormais? Qui dois-je aller voir pour savoir si mon idée est viable? Très bonne question. Là-dessus, en France et je vais faire un peu plus aussi en région Pays de la Loire, on est assez bien outillé. Côté public, c'est l'objet d'incubateurs et d'accompagnateurs comme à la cantine. Il y a aussi la région, il y a aussi Atlampôle pour Nantes et pour la région la Loire-Atlantique et la Vendée. Il y a différentes structures, on va dire, publiques. Et après, il y a des structures privées qui peuvent aussi vous aider. Donc, ces structures privées, ça va être des incubateurs, des accélérateurs privés qui ont eux aussi un intérêt à vous donner les bonnes informations et vous aider à vous développer. Et puis après, il y a aussi les cabinets de conseil comme Letton, votre expert comptable et autres. Tu nous parles du MVP. Tu veux dire le financement du MVP. Le financement du MVP, par exemple, un très bon levier qui existe en région Pays de la Loire, on peut se le financer via le PL2I. Donc c'est Pays de la Loire Innovation. Il y a 2 I, je ne sais plus comme ça ce que veut dire l'autre I. Et en fait, cette aide-là du PL2I, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle permet d'être activée aussi en tant que personne physique. On n'est pas obligé de créer sa société pour en bénéficier. Et une fois qu'on a créé sa société, on peut refaire un dossier en tant que personne morale. Donc ça, c'est aussi un outil intéressant à avoir en tête et activer. Ce qui est intéressant aussi dans la structuration et les réponses de cette aide-là, c'est souvent le premier dossier d'aide innovant qu'on fait. Et en tant qu'entrepreneur, ça nous permet de nous challenger nous-mêmes sur notre idée et comment la présenter et comment la structurer. Voilà, PL2I, Initiative Innovation, c'est bien ce que j'avais en tête. Fab, toujours, conseillez-vous de se diriger vers des incubateurs, pépinières, accélérateurs? Est-ce que ça apporte en crédibilité? C'est une très bonne question. Il y en a sur le marché beaucoup. Il y en a des publics, il y en a des privés. Là, c'est des questions vraiment qui se posent à vous, aux dirigeants, entrepreneurs. Ça peut avoir un intérêt en fonction de vos projets. Si on est, je crois que c'est toi Fab qui posait la question sur la partie Deep Tech, si on est plutôt Deep Tech, on va se tourner sur la région Loire-Atlantique, Vendée, plutôt vers Atlampôle. Si on est plutôt dans le numérique, on peut s'orienter vers la cantine. Voilà, ça c'est un peu à vous de vous challenger. Je crois que j'ai vu sur internet des entrepreneurs qui sont amusés à créer une plateforme qui vient de challenger justement incubateur, accélérateur, pépinière avec les différentes structures de coûts et en fonction du projet d'orienter. Là-dessus, c'est assez compliqué de faire une réponse tranchée. Ça dépend des projets, ça dépend ce que vous proposez, ce que vous faites et ça dépend aussi de votre vision. Fab, le PL2I existe aussi en Ile-de-France. Non, malheureusement, en PL2I, c'est Pays de la Loire, Initiative Innovation. Donc, c'est spécifique à la région Pays de la Loire. En Ile-de-France, il y a des aides aussi puissantes à la région Ile-de-France qui existent. Voilà, c'est moi, elle me revient en mémoire. C'est InnovUp, le dispositif au niveau de l'Île-de-France. Innov et Up. Et là, via InnovUp, on peut aller de quelques dizaines de KE à plusieurs centaines de KE. Donc c'est assez puissant comme levier de financement aussi.
Et bien sûr, pour savoir quelle aide on peut obtenir, il faut être domicilié dans la région. Donc avoir son siège social dans la région. Donc InnovUp, pour en bénéficier, il faut être en Ile-de-France, et le PL2I, pour en bénéficier, il faut être en région Pays de la Loire. Oui. Et le nom de la plateforme pour challenger, je l'ai pas en tête. Je l'ai pas en tête comme ça. Je vous conseille de faire une petite recherche Google. Je l'ai vu passer moi dans une mailing list. Je ne sais pas si c'était la cantine ou autre qui avait poussé ça, mais ça doit se retrouver facilement sur Internet. Question de Camille. Quand arrive une levée de fonds? Très bonne question. Tout à l'heure, je dirais l'enjeu, c'est de ne pas se diluer. C'est-à-dire de ne pas donner de son capital, de sa société trop vite à des tiers, business angel, capital investissement, etc. Pourquoi Parce que en fait, la valeur de la société, donc la valeur que vous allez créer en tant qu'entrepreneur, vous allez, si vous vendez votre société ou autre, vous allez la céder à des business angels ou à des fonds. Donc ça, c'est la contrepartie, par contre, si pour développer votre projet, vous avez besoin de cash, et que les financements publics et les financements bancaires ne sont pas suffisants, la seule solution, c'est d'aller solliciter en amorçage des business angels et ensuite, donc en pré-amorçage des business angels, en phase d'amorçage et de croissance et développement, d'aller solliciter des fonds. Donc voilà, ça a une utilité très forte, et heureusement qu'ils sont là pour financer des projets impact ou financer des projets qui vont nécessiter de grosses sommes pour se lancer. Et voilà, l'idée, les conseils qu'on donne souvent, c'est à n'utiliser que si vous n'avez pas le choix. Merci Étienne pour toutes ces réponses et toutes ces lumières. C'est la dernière question. Nous, il va être l'heure de terminer. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents, d'avoir été proactifs et dynamiques sur ce chat pour nous aider à passer ce vide de présence. Pour répondre aux premières questions qu'il y avait au tout début sur le replay, il va y en avoir un. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube dans quelques semaines. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à tout hasard pour être au courant de la sortie ou à suivre nos réseaux, nos newsletters, etc. On va l'annoncer. Merci beaucoup, Étienne, d'être venu aujourd'hui. Merci pour l'organisation. On te revoit en décembre pour un Tout à deuxième fait. sujet plutôt destiné à des entreprises un peu plus matures sur du passage à l'échelle. Et d'ici là, je vous souhaite tous un très bon appétit pour ce midi et à très vite. Merci beaucoup. Merci.